Ferrari n'a pas craqué sous la pression de Charles Leclerc tout au long de la course. Dominé depuis le début de la saison par son coéquipier Oscar Piastri, Lando a réussi à se libérer et remporter le Grand Prix de Monaco. Enfin, le pilote McLaren retrouve la première place pour revenir dans le match au championnat. Charles a tout tenté pour s'imposer dans son jardin monégasque en vain. Comment expliquer le retour surprise de Ferrari? Les deux arrêts obligatoires au stand n'ont pas réussi à redistribuer les cartes dans la principauté. Alors quelle alternative? Comment permettre aux pilotes de dépasser sur les 3 tracés urbains? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdo sur l'actualité de la Formule 1 désormais. Chaque lundi, c'est déjà le 50e numéro d'On refait la F1. Ça défile, les émissions à plat régime en ce moment avec le rythme hebdo et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à vous. Pour la première fois, notre chaîne YouTube a atteint les 500 000 vues en un mois. Seulement, merci infiniment à vous. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas, bien sûr, à nous soutenir, à vous soutenir aussi si vous voulez, en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Allez, avec comme fanat du paddock, cette semaine en plateau, il est comme chaque semaine notre arbitre, la voix de la raison, la sagesse, face aux positions parfois un peu extrémistes, on peut le dire, de nos chroniqueurs qui sont souvent de mauvaise foi. Il s'agit bien sûr de notre team principal, ancien patron des écuries McLaren, F1 et Lotus, monsieur Eric Boulier. Salut Eric. Bonjour à tous. Un mec côté elle rayonne, celle que l'on surnomme DRS Queen, elle supporte Max Verstappen chaque semaine et Red Bull. Justine Pélisson, bonjour Justine. Bonjour à tous. À ses côtés, il rayonne beaucoup moins cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Le supporter numéro 1 d'Alpine, Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Bonjour Olivier, on a quand même 2 Français dans le top 10. Oui, et en plateau également, il reste le fan de l'élu, cher à Guillaume, Lewis Hamilton, mais continue à supporter son écurie de cœur Mercedes. En difficulté ce week-end, monsieur Laurent Pantanat. Salut Laurent. Ouais, bonjour tout le monde. Pas le meilleur week-end. Non. En duplex, nos tifosi, d'abord le gardien, l'église Ferrari, Alain Diduca, alias Pépone. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Et il retourne la voix laïque de cette émission, alias Pépone, et monsieur Fabrice Marcella. Il suffit d'une deuxième place pour que tu reviennes, Fabrice, c'est ça? Et oui, c'était la plus belle performance de Ferrari. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bonjour à tous. Et quant à moi, je demeure le supporter numéro 1 de Fernando Alonso, bien sûr. Ben oui. Un mot au sujet du sponsor de notre émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic. Ou encore dans la description de cette vidéo, regardez en dessous s'il y a le lien. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir bien sûr, et qui n'est pas une alternative au travail. Il faut donc travailler les amis. Un grand merci en tout cas à Winamax qui sponsorise cette émission. Madame, messieurs. Radio check. Loud and et on enchaîne avec le débrief du Grand Prix de Monaco bien sûr. Une nouvelle victoire ce week-end de Lando Norris sur sa McLaren, c'est la seconde de la saison pour le pilote britannique. Il devance le monégasque Charles Leclerc sur sa Ferrari et son coéquipier Oscar Piastri sur McLaren. 4e, regardez le classement. Max Verstappen est 4e devant Lewis Hamilton. Les Français, chers à Guillaume, Isaac Hadjar et Esteban Ocon se classent 6e et 8e devant les 2 Williams d'Alex Albon et Carlos Sainz. Malheureusement, Pierre Gasly a abandonné. On commence bien sûr par vos tops et vos flops pour ce Grand Prix de Monaco, les amis. On commence par le top d'Éric Boulier. Eric. Écoute, le top, moi j'avais mis, je crois, McLaren. Même Lando, je crois que tu avais mis. Hein. Ouais, j'ai mis Lando, alors c'est ça. Parce qu'effectivement, un week-end un peu toujours compliqué, Monaco, mais là on a vu un Lando qui, au fil du week-end, a tenu bon. On a vu l'émotion aussi sur le podium entre le papa, la maman, Lando. Enfin, je pense que, et puis j'ai croisé aussi Zach après. C'est clair qu'il y a il a fait un petit pas vers la résurrection, on va dire. Il s'était un peu perdu tout seul et je lui souhaite de rester maintenant au top de sa forme. Il a repris confiance, on peut le dire, ce week-end, aussi bien en qualif qu'en course. Il a été puis très à la hauteur ce week-end. Il a montré qu'il a une pointe de vitesse assez exceptionnelle quand même, parce que face à Leclerc qui était quand même très affûté et un Piastri qui était en embuscade, on a vu que la voiture de Max était un petit peu en retrait.
Mais bon, il était là et ça va très très vite quand même. Et le temps qu'il a fait en qualif, c'est assez incroyable. Hein. Ouais, c'est de loin la plus belle victoire de sa carrière, Guillaume Lando Norris. Oui, il va s'en rappeler longtemps de cette victoire. En fait, il arrivait à Monaco avec un déficit de confiance. Depuis le début de saison, il est clairement en perte de vitesse. Et notamment dans l'exercice des qualifications, il a reconnu lui-même qu'il était en difficulté par rapport à l'année dernière. Et là, on arrive à Monaco, où honnêtement, peu de suiveurs le voyaient aussi à son aise. Et là, non seulement... On verra vos pronos à la fin tout à l'heure, on va les ressortir. Effectivement, il fait la pole, donc on sait qu'à Monaco, c'est le plus dur. C'est 100% de la sécurité de l'arrivée presque. Hein. Ouais, la conversion. Et en fait, tu vois, c'est là où il était un petit peu en retrait par rapport à son niveau l'année dernière. Et boum, Monaco, circuit compliqué, il faut pas se rater. Et il bat un Charles Leclerc qui fait un super chrono quand même. Hein. Donc il va le chercher. Et puis il a été impérial le dimanche. Et il fait le meilleur tour en course à la fin. Donc il fait le fameux triplé en fait. Hein. La pole, la victoire, le meilleur tour en course. Donc bravo à lui et c'est mon top aussi. Son meilleur tour quand même, Laurent, a marqué les esprits. Il a fait plus que résister à Charles Leclerc. La preuve, c'est qu'il a fait le meilleur tour dans le dernier tour du Grand Prix. Ça, pour montrer une fois que Max s'était arrêté, qu'il n'y avait plus d'air sale, il pouvait attaquer. Non, mais il a fait. Il y a rien à dire sur Lando. Il a fait une super qualif. Alors tu te rends compte que ça se joue à rien. Hein. À l'arrivée, ça se joue à quelques mètres, hein, tu vois, à quelques décimètres. Donc après la course, il faut que tu assures. On parle de pilotes qui ont un calibre d'être champion du monde. Hein. Donc encore heureux que en partant premier, rappelez-vous l'an dernier, hein, le débrief de l'an dernier, les 10 premiers sont arrivés dans le même ordre, hein, si je me trompe pas. C'était. Il n'y avait qu'un seul arrêt l'année dernière. Non, mais on parlera des arrêts après, parce que je crois qu'il y a un chapitre là-dessus. Chapitre destiné. Ouais. Mais si on prend cette année, au final, le changement, à l'exception de Alonso qui est sorti, ça va. Mais qui est sorti, et d'Hamilton qui a repris la place qu'il aurait dû avoir si on l'avait pas eu la pénalité. Finalement, on est dans un truc qui est assez... Eric, les rôles sont un peu inversés entre Piastri qui a taillé les croupières à Russell, qui lui, par contre, a commis, Piastri, par rapport à son coéquipier, pas mal d'erreurs tout au long du week-end. Hein. Une voiture qui était un peu réactive, on l'a vu sur plusieurs séances où il a perdu dans certains virages. Je pense qu'il n'a pas réussi à mettre les bons réglages sur sa voiture ce week-end. Et à Monaco, ça se paie cash, si je peux me permettre. Pas mal. Elle est très très bonne. Je la trouve très très bonne. Écoute, donc du coup, il a eu plus de mal effectivement à mettre tout en place. À la différence d'un Lando justement ou même d'un Charles où on voyait il pouvait attaquer sereinement. Là, on le voyait, il n'était pas en confiance. Guillaume, ton top cette semaine? J'ai dit c'est Norris. Donc j'avais noté plutôt les Français. Français, Guillaume. Oui, j'avais dit les deux. On avait trop de top. Qu'est-ce qui se passe? On peut refaire du coup? Non. Non. J'en avais dit deux. Ok. Juste un mot sur Norris. En fait, c'est vraiment le circuit où on se dit c'est pas là qu'il va revenir. Tu vois. C'est pas forcément là où il va reprendre sa confiance. S'il l'a fait à Monaco, donc encore une fois bravo à lui. Alors j'avais effectivement deux tops. J'ai effectivement beaucoup apprécié le week-end de Lando Norris, mais évidemment aussi le week-end de deux Français sur trois, Hadjar et Ocon, qui n'ont pas forcément les voitures les plus rapides et qui sont qualifiés tous les deux de manière très bonne avec la Q3. À la régulière. Hein, avec la Q3. Et il faut quand même souligner aussi que Ocon fait quand même 8e avec une As, donc bravo à lui. Ça va vraiment le niveau du pilote là, c'est pas la voiture. Ouais, clairement. Et en fait, on dit souvent que Monaco est aussi un circuit où le pilote peut faire la différence par rapport à sa voiture. Et là, tu vois quand même que Hadjar et Ocon sont d'excellents pilotes qui arrivent à optimiser ce qu'ils ont. Donc bravo à eux, et Hadjar reconnaît lui-même qu'il a fait un week-end solide. Premier week-end en F1 à Monaco, vraiment bravo, rien à dire. Deux Français dans le top 10, donc à l'arrivée, on l'a dit, Hadjar 6e et Ocon 7e. Donc Ami, Hadjar, tu voulais nous en parler? Je trouve qu'il a été super, mais je parlerai plutôt de la stratégie de son écurie, qui a été juste parfaite. D'accord. C'est eux qui ont tout compris avant tout le monde, donc bravo, bien que Alpine ait essayé assez tôt aussi, mais ça s'est terminé autrement. Voilà, je dirais que pour moi, mes deux tops, c'est ça, et c'est bien entendu Charles. On va en reparler de Charles dans un instant. L'exploit de Hadjar rendu possible, tu l'as dit, par la stratégie d'équipe de Racing Bulls et de son team principal, le français Laurent Mekies. C'est ton top, hein, Justine? Oui. Attends, et de Lawson qui a ralenti quand même. C'est ce que j'allais dire. Pardon, mais à coup pas.
Non, Allez, mais pour drapeau compléter, jaune pour monsieur. Ah ouais. Non, bien sûr, il y a des deux écuries ce week-end à avoir la même stratégie. Et donc, quand on va reparler tout à l'heure évidemment de cette nouvelle réglementation, d'avoir les 2 arrêts, mais on est obligé d'être un peu innovant dans notre approche. Et donc là, Racing Bull, on a vu une très belle stratégie avec les 2 coéquipiers entre Lawson et Adjar. Lawson qui a fait un peu joué ce rôle de bouclier, en fait, qui a bloqué le reste du peloton pour faire en sorte que Adjar, à 2 reprises, puisse vraiment avoir des arrêts sécurisés et faire en sorte qu'il puisse se maintenir, il me semble, à la 6e place. Donc on a vraiment vu une stratégie d'équipe solide et aussi il faut remarquer que Lawson a fait une très belle course. Lui aussi marque ses premiers points et ça fait plaisir de voir ce pilote qui avait été un peu détruit par Red Bull revenir dans la catégorie, l'écurie petite sœur et remarquer des points. 5e pour Adjar. 5e, pardon, Alors, voilà. je trouve ça- Non, parce qu'il y a je trouve Hamilton ça devant lui, dommage. 6e. Je trouve ça dommage. 6e Je trouve Adjar. ça dommage. Hamilton est devant lui 5e. Ouais, Je trouve ça dommage qu'on mette en avant une 6e. stratégie qui consiste Oui, on à reviendra. ralentir tout le monde. Enfin, moi, j'avais le sentiment que la F1, il fallait être le plus rapide. Et je donc suis là, non, il fallait être le plus lent. En fait, c'est assez étonnant. Mais moi je c'est n'ai sûr. pas pris plaisir à voir ça. Donc, je trouve que c'est vraiment de l'anti-jeu. Ouais. Bon, c'est Et dommage juste de le dire- mettre Oui. dans les tops. Une On va en petite, reparler, oui. nuance sur Adjar. En fait, alors on est tous contents, mais j'ai un petit peu de regret parce qu'en fait, il a piloté pour sécuriser la 6e ou 7e place. Il n'a pas été chercher la 5e, alors qu'il aurait potentiellement pu jouer contre Hamilton. Ouais. Mais en fait, il a abandonné la bataille contre La Hamilton régulière, pour ça semblait sécuriser compliqué. derrière. Non, mais tu vois, il aurait très bien pu aller chercher une 5e place en restant devant et puis en jouant contre lui les arrêts au stand. Non, ils n'ont pas fait c'est ça. Ils ont compliqué. choisi de sécuriser les gros points. C'est bien, mais voilà, on peut aussi dire ça. Il y a une vraie cohésion, Eric, avec cette année au sein de Racing Bulls, mais même les années précédentes. C'est un peu un cocon comparé à ce qu'a connu les pilotes Red Bulls. On pense notamment à Lawson, notamment, qui a été viré de Red Bulls. Cette cohésion qu'on a vécue presque en direct, grâce à nos confrères de Canal qui avaient Laurent Mekies en duplex, et on a suivi la stratégie en temps réel. C'était passionnant sur Canal ce week-end. Bah, c'est pas tout à fait la même organisation. C'est clair qu'ils sont. C'est une petite équipe. Le nouveau management, c'est les gens de la course. Donc c'est clair que c'est pas du tout la même approche que la grande sœur, quoi. Mais on voit bien que les accolades comme ça, je suis pas sûr que Helmut Marko soit très fan, tu vois. Ouais. C'est une autre attitude, body language. Non, il fait pas ça, lui, mais bon. Il sait pas faire. Non. Mais non, mais c'est une approche différente. Eux, ils sont là pour faire éclore les jeunes. Les jeunes. Alors avant, c'était un peu, je dirais, l'ancien style de Tost. Mais là, en fait, avoir Mekies et Peter Bayer en plus à la gestion, ils se sont bien structurés et là, ils peuvent faire éclore les petits, comme on dit. On reste chez Racing Bull, on va passer chez Red Bull avec ton chouchou Verstappen. Entre guillemets, que 4e, Justine. Oui, que 4e, on l'a senti moins en confiance ce week-end dans sa monoplace par rapport à sa victoire italienne. Il est parti 4e. Red Bull a adopté une autre stratégie. Fabrice en parlait. Justement, tu l'as compris, c'est stratégie de Red Bull. Je de ne pas arrêter Max et d'attendre quasiment l'avant-dernier je rejoins Fabrice, pour s'arrêter. C'est un peu anti-sportif parce que on voyait Racing Bull qui jouait un peu sur la lenteur et le fait de bloquer une partie de la course. Là, Red Bull a essayé de parier sur le fait qu'il y aurait un gros accident et qu'il y aurait une safety car et donc il y aurait un drapeau rouge en fait jusqu'à la fin. Donc du coup, ils ont repoussé le plus longtemps possible l'arrêt de Max. Au final, ça n'a pas payé puisque Max, il n'y a pas eu d'accident, donc il n'y a pas eu de safety car. Mais Max l'a bien dit à la fin. Il a dit de toute façon, moi je partais 4e. C'est un Grand Prix où je sais que j'avais pas de moyen de dépasser. Donc de toute façon, autant tenter ça. Ça n'a pas payé. Voilà, on reviendra sur cette stratégie du double arrêt. Moi, je trouve que c'est un peu anti-sportif, comme à l'image de la stratégie de Williams et de Racing Bull. C'est pas la même chose quand même. Non, c'est deux stratégies différentes. C'était un peu plus, en effet, sportif, entre guillemets, Ouais. celle de... Je pense qu'on peut pas comparer ce que Verstappen qui attend le potentiel drapeau rouge. T'as raison. C'est tout à fait logique. Je pense que là. Il ne pouvait pas aller plus vite. Il ouais, a été plus en fait, si usé. tu veux, il s'arrête, il est 4e, donc il attend quelque chose. Mais c'est un peu bizarre, je trouve, comme approche. Enfin, Ouais. on le sentait pas hyper... Les amis, je lis sur mes notes que Laurent a pour top cette semaine Charles Leclerc. Qu'est-ce qui t'arrive, Laurent? Charles, c'est une pleureuse. Ça, c'est un bon top, ça. Non, mais On l'a vu après les Ça qualifs. commence fort. Charles, Le nombre de gros mots qu'il a dit. Charles, c'est une pleureuse. Il est tout le temps, tu vois, je veux dire, c'est un très bon pilote. Beaux Non- yeux. Mais on l'a vu au Grand Prix de France historique. On a vu combien les filles lui couraient après. Mais quel rapport avec Quel rapport? Non, c'est n'importe quoi. T'as C'est pas déjà eu un possible. carton jaune, là, tu frises le rouge. Non. Hein. Là, Attention, je dis juste, ça, c'est une pleureuse. Et je trouve que sur ce Grand Prix, Il a il moins a pleuré. accepté Ah, le poids, le fait qu'il ne pouvait pas faire mieux. il a pris Et ses responsabilités. c'est Il ça a que tu veux fait dire. Je sais le pour moi, traduire, il a hein. fait une qualif exceptionnelle. Ah. Ça se joue à Il rien. n'était pas content. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il finit second. Et il sait qu'en fait, il gagnera pas la course en étant second, sauf fait de course. Il fait un départ pendant la course exceptionnel. D'ailleurs, il pousse Norris à la faute, qui fait un freinage
un peu risqué, qui était dangereux parce que finalement, si le Norris se sortait, il y avait 9 chances sur 10 pour qu'il sorte aussi Leclerc. Et il fait une course où il tente tout. Il est derrière, il jusqu'au bout, il se bat. Donc on peut rien lui reprocher. Il a fini second, mais on peut rien lui reprocher. Et j'ai écouté l'intégralité, les 2 ou 3 minutes post-arrivée de Leclerc. Et il est toujours très bavard après le Grand Prix. Et contrairement à d'habitude, où il est un peu... Là, il n'a pas gagné, mais il accepte ce fait de ne pas avoir gagné parce qu'il ne pouvait pas faire plus. Et je trouve ça bien. Je trouve que, tu vois, voilà, moi, c'est le Leclerc que j'aime. C'est pour ça que je trouvais que je voulais féliciter ce comportement, tu vois, parce que d'habitude, ça m'embête quand il passe son temps à pleurer, quoi. On a compris. Leclerc, c'est également C'était pas le cas ce week-end. Top. Fabrice, il a tout tenté ce week-end pour essayer de voler la première place à Lando Norris, Fabrice. Oui, déjà, si j'ai bien en tête, il était premier aux essais sur les 3 séances d'essais, donc il avait bon espoir, même si personne n'attendait Ferrari et encore moins peut-être Charles, de pouvoir être premier déjà lors des qualifs et donc de gagner ce Grand Prix. Il a été quand même, je le signale, 20 tours derrière Norris avec le DRS, sans jamais pouvoir le dépasser malheureusement. Ce qui est dommage, effectivement, certaines fois on a eu le sentiment qu'il allait peut-être prendre le risque d'y aller, c'est ce qui nous a peut-être tenu un petit peu en haleine, parce que le reste, honnêtement, on s'est vraiment ennuyé. Alors, on dit souvent que ce Grand Prix est ennuyeux. Je trouve que l'année dernière, il n'était pas ennuyeux lorsque Charles était en tête. Voilà. Donc là, ouais. Donc c'est une belle performance quand même de Ferrari. On s'y attendait. Enfin, on n'attendait pas Ferrari aussi compétitive. J'espère que c'est bon augure, en tout cas pour le week-end prochain. Donc le week-end prochain permettra peut-être de confirmer effectivement cette performance qu'on a pu avoir sur Monaco. Ouais, finalement, la victoire s'est jouée la veille lors des qualifs. C'est une habitude, on va en parler dans un instant, à Monaco pour Charles Leclerc, sachant qu'il a été gêné lors du trafic par des voitures, ce qui n'était pas le cas de Norris. Il a échoué à un petit centième de Norris. Bien, donc Camille, la bonne surprise de ce Grand Prix tout de même de Monaco, au-delà de ces secondes places, c'est le regain de performance de Ferrari. C'est également ton coup de cœur, ton top, Charles Leclerc. Histoire de ne pas m'attirer les foudres de Guillaume, parce que si je suis trop optimiste, il va m'entrer dedans, trop pessimiste, enfin bon bref. Mais, pour être clair, oui, je dirais que c'est une belle surprise qui demande, comme dit Fabrice, à être confirmée. Barcelone sera un circuit tout à fait différent. Donc on verra. A priori, les Ferrari n'étaient pas très bonnes en virage très lent, et au bout du compte, là, ça a été en faisant un retour en arrière 2024, donc difficile à comprendre. Donc on verra. Là, je suis devenu prudent. Vous avez remarqué que je n'ai pas voté pour Charles la fois dernière, et je m'abstiendrai de voter pour tout pilote Ferrari. Mon pronostic tout à l'heure. Je crois qu'ils ont ramené l'aileron 2024, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, comment tu expliques ce regain de forme, Eric, des Ferrari, quand on se souvient des déclarations un peu assassines de Leclerc la semaine dernière à Imola en disant « Est-ce que vous avez des chances pour ce week-end ?» Il a répondu simplement à Canal « Non ». Comment tu expliques ce regain de forme? Alors, j'ai pas d'explication C'est bien le problème. Effectivement, je pense que Ferrari non plus. Je pense que même non, mais si ramener l'aileron 2024, déjà, je trouve ça assez étonnant comme démarche. Ça veut dire quand même que la voiture 2025, elle est, c'est la même que la 2024, parce que s'ils sont capables de reboulonner un aileron à l'arrière, c'est quand même bizarre. Sachant que tout le développement aéro est fait autour d'une voiture et que, si tu ramènes un aileron arrière, en général, ça change pas grand-chose. Si c'est le cas. Et si le regain de forme est dû à ce package aéro de Monaco, alors effectivement, c'est grave, parce que ça veut dire que la voiture de 2025 ne marche pas du tout. Et donc, ça veut dire que sur les prochaines courses, ils vont retomber dans leur travers et ils vont être de nouveau en dehors du top 10, quoi. On va le savoir très vite à Barcelone la semaine prochaine, parce que c'est vraiment le circuit clé pour étalonner les forces en présence. Laurent, une course plus anonyme de Lewis Hamilton. Ouais, une course... Cache ta joie. Non, c'est un des seuls du top 10 à avoir fait, sauf de perte, je dirais, en fait, c'est Alonso qui a permis un peu de changement dans le classement. C'est le seul qui a réellement gagné des places, puisque celui qui est parti premier a fini premier, celui qui est parti deuxième est deuxième, celui qui est parti troisième est parti troisième. Il a pris 3 places de pénalité. C'est le seul qui se retrouve au classement où il était avant sa pénalité. Donc c'est le seul qui a, entre guillemets, gagné des places. Après,
Bon, il a souffert. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave. Dans le tour de décélération, il a posé... grave. Très grave pour moi. Ah bon. Dans le tour de décélération, il a demandé à son ingénieur si son ingénieur lui en voulait. Il lui a dit, est-ce que tu m'en veux? Parce qu'il ne répondait pas aux Et l'autre sollicitations. n'a pas répondu. Donc, je pense que c'est pas une relation de confiance. Alors, peut-être qu'on va nous dire qu'il y avait un problème de micro, qu'il y avait un problème et tout ça. Hein. Mais moi, j'ai écouté, il est surpris. Il a posé des questions, il n'a pas obtenu les bonnes réponses. Il a dit, je suis à combien? Non, mais il a dit, je suis à combien de mes prédécesseurs? Et l'autre l'ingénieur faisait une réponse un peu à côté. Il dit, c'est pas la question que je t'ai posée. Je veux savoir, tu vois, est-ce que je suis vraiment à une minute? Il était à 45 secondes. Hein. Mais est-ce que je suis à une minute? Tu vois, il se posait des questions sur le temps. Ouais, course. Bon, après, c'est incroyable que sur une course comme Monaco, il y ait autant d'écart. Tu puisses avoir créé finalement ces espaces au milieu de la course, alors que dans l'absolu, comme personne ne peut doubler, il devrait y avoir un long serpentin où tout le monde se suit. Hein. Oui, Guillaume. Non, mais c'est parce qu'il y a eu des jeux d'équipe, on va en parler bien après. sûr, bien sûr. Non, il y avait Lawson. Comment tu as surnommé Hamilton, il n'a pas récupéré ses places, entre guillemets, grâce à son talent, sa performance. Il l'a récupéré parce que Alonso a abandonné. Parce que Adjar en fait a joué la 6e ou 7e place et pas la 5e ou 6e, c'est tout. Hein. Oui, donc il a fait une course très neutre. Comment tu surnommais Leclerc la pleureuse? Il n'a pas un peu pleuré à la radio, Hamilton? Le grognon. Mais bon, bref. Mon top, si ça m'intéresse pour une fois, c'est Aston Martin. Ne sauriez pas. Deuxième Q3 d'affilée pour Alonso, 6e sur la grille. Bien sûr, il n'a pas terminer la course à un souci mécanique, mais ça c'est plutôt du côté du moteur qu'il fallait voir. En tout cas, les évolutions fonctionnent en qualif, même si ça fait quand même 9 Grands Prix sans points pour Alonso. Mais je suis confiant. Adrien Newey, tu l'as vu, tu l'as croisé, j'imagine, Eric, ce week-end à Monaco, a fait sa première apparition publique en vert dans le paddock. Et je suis persuadé qu'il nous prépare quelque chose d'énorme pour l'année prochaine. Soyez au rendez-vous. Adrien, le magicien de la F1. On enchaîne avec vos flops et avec Eric. Moi, c'est sans surprise Alpine, évidemment. Parce que là, on a quand même touché le fond. Il y a 2 ans, ils se qualifiaient 3e et 5e. Et là, ils étaient 18e et 20e. Donc, bon, voilà. Tout est dit dans la question. Hein. Malheureusement, c'est un petit peu je dirais, le bis repetita de l'histoire. C'est que à être trop agité, le management d'Alpine aujourd'hui, ils ont fait fuir tous leurs bons éléments. C'était un peu la blague dans le paddock ce week-end de Monaco, justement, où on regardait un peu les performances de Williams et où James Ward me disait c'est sympa, j'ai récupéré tous les Estoniens. Donc ils sont tous partis chez Williams, quoi. Donc maintenant, Alpine, il n'y a plus qu'à reconstruire, mais ça ne va pas se faire en un jour. Les Estoniens, c'est l'usine d'Enstone, hein. C'est pas les Estoniens dans l'Est de l'Europe. Les Estoniens. Une réaction, Guillaume? Non, j'ai pas vraiment de réaction. Je suis d'accord avec Eric. Je suis assez triste de la situation. Extra sportivement, c'est vraiment le cirque. Sportivement, on est juste nulle part. Parfois, on a un peu de chance. La voiture, on ne sait pas pourquoi elle fonctionne bien, mais personne ne sait pourquoi. Il y a une fenêtre très très réduite pour faire marcher l'Alpine. Et puis quand Gasly ne fait pas des miracles, et il fait pas ça tous les week-ends, même si c'est un des meilleurs pilotes du plateau, et ça donne un résultat calamiteux. Et on est à Monaco, donc ça a fait que amplifier le désastre. Voilà, un week-end à oublier pour Alpine. Laurent, ton flop cette semaine? Mon flop, c'est alors je vous en avais cité 2. Hein. Le premier, c'est ces pénalités un peu connes. Alors je veux pas défendre. Pour Lewis. Pas que Lewis. Hein. Il y a aussi Bierman. S'il freine vraiment au moment où il voit, il bloque les roues, il rentre dans la voiture de devant, il crée un carton. Pour le drapeau rouge, il n'aurait pas. Quand on voit l'image, en fait, il arrête la voiture, mais il est sur la lancée, il s'arrête. Et franchement, à la limite, tu le prends dans le bureau, tu le tapes sur les doigts, tu dis voilà, quand c'est rouge, tu n'as pas le droit de doubler. Mais pas 10 places pour. Pas comme ça se place. Surtout que si à ce moment-là, il doit mettre un coup de frein pour s'arrêter, avec l'élan qu'il a, il est projeté dans la voiture qui est devant lui et il crée un suraccident. Donc je trouve ça nul. Donc ça, c'est ton premier flop? Ouais, Hamilton, c'est plus discutable parce qu'Hamilton le reconnaît lui-même. Ils en ont discuté avec. Bon, ça n'a pas eu de conséquences. Donc c'est son écurie qui l'a. Oui, c'est l'écurie. Mais le problème, c'est que si tu pénalises l'écurie peut se dire je continue à le jouer parce que c'est moi qui paye. Donc tu es obligé de pénaliser le pilote. Et donc ton second flop? Mon second flop, c'est que en fait, cette idée, et je sais que ça fait partie de l'objet de la discussion de tout à l'heure, donc je dis juste, je suis déçu, à titre perso, du manque d'innovation stratégique lié aux 2 arrêts, et on en parle dans le truc tout à l'heure. Voilà. Oui, non, mais
on peut parler de la stratégie adoptée par les concurrents qui ont choisi de ralentir volontairement la course. C'est d'ailleurs, ça on peut en parler dès maintenant, et d'ailleurs c'est le flop, je crois, de notre ami Fabrice. Oui. Alors, déjà, finalement, la course se joue la veille. Si en plus, le lendemain, on fait tout pour qu'elle soit encore plus ennuyeuse, alors j'ai compris que c'était pas l'objectif, certes, mais moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des gens qui se battent, enfin d'avoir des pilotes qui se battent, qui essayent d'aller le plus rapidement possible en piste, qui essayent d'atteindre des records. Là, c'était le record à celui qui allait le moins vite. Il y avait 4 secondes d'écart avec le premier. Honnêtement, j'ai pas du tout apprécié en fait ce Grand Prix. Et j'allais dire, si j'avais pas eu cette émission aujourd'hui, je crois que j'aurais pas été jusqu'au bout pour regarder. On s'est vraiment ennuyé et ça a contribué, je trouve, à nous ennuyer davantage. Voilà, donc ça, c'est mon coup de gueule, j'allais dire, d'aujourd'hui. Alors les amis, faut-il interdire un concurrent qui ralentit volontairement la course? C'est un souhait de quelques pilotes. Est-ce que c'est crédible, déjà, selon vous? On va peut-être commencer par Eric. Comment on peut interdire de ralentir? Ouais, c'est compliqué. Ouais. Parce que même si tu mets un pourcentage du meilleur temps de qualif, par exemple, Comment? Pitié, non. Non, mais il faut pas. Le problème, c'est d'imposer 2 pit stops. Forcément, c'est ça qui change un peu toute la donne. Et malheureusement, ils se sont tous basés sur la stratégie de course pour dépasser via les stands plutôt que de dépasser sur la piste. Et donc là, ça change forcément la donne. Et je rejoins tout le monde. Hein. C'est pas de la F1, ça. C'était chiant et c'est pas normal que des pilotes roulent 4 secondes moins vite pour que son copain il puisse faire son pit stop. Quoi. Carlos Sainz lui-même, hein, qui a reconnu d'avoir freiné ses concurrents pour protéger Albon. Il a reconnu également que ça ne devrait pas être autorisé, les garçons, les filles, hein, en plateau. Non, enfin moi j'allais dire oui, c'est vraiment ce que tu dis, Eric, c'est plus le contexte, le fait qu'on ait mis ce cadre qui force à avoir cette stratégie, mais ça me rappelle d'autres sports, par exemple le tennis, quand on se met à faire des bulles, des échanges très longs juste pour ralentir, ou par exemple au foot, quand à un moment donné tu mènes 2-0 et qu'en fait tu dis ok, on va jouer en défense, on va juste faire tourner le ballon. On va les fatiguer, pareil, on va les faire douter. Tu peux pas les obliger à leur dire bah non, en fait, excusez-moi, vous devez être un peu plus sportif. Donc pour moi, c'est juste que c'est les conséquences de cette règle qui fait que du coup, tu as un contexte vraiment un peu anti-sportif et ennuyeux. Mais je respecte le fait que voilà, c'est une stratégie comme une autre, comme celle de Red Bull, de fait d'avoir espéré un drapeau rouge. Guillaume. Je pense qu'il y a deux, enfin, le double arrêt obligatoire et la stratégie des écuries, c'est pas exactement la même chose. Je pense que la stratégie des écuries a été accentuée dans le négatif par le double arrêt. Mais s'il y avait eu qu'un arrêt, on l'aurait peut-être moins vu et puis on aurait peut-être trouvé, et c'est mon cas, hein, assez audacieux la stratégie, parce que finalement la Formule 1 c'est aussi être capable de jouer avec les règles, d'être plus ingénieux que les autres écuries, même si moi non plus j'aime pas trop voir ça et je préfère la Formule 1 qu'a décrit Fabrice où les pilotes en fait vont au maximum pendant toute une course. C'est plus comme ça aujourd'hui, c'est plus la F1 moderne. Quand il faut gérer les pneus, c'est exactement la même chose. Hein. C'est pareil en fait. Quand il faut gérer le carburant, on est sur des courses de gestion parfois et pas de vitesse. Donc moi je trouve que j'ai pas trop aimé. Enfin, je trouve que ça a fait flop le double arrêt. On va en parler. Mais franchement, quand Racing Bull a sorti ça, honnêtement, moi ma première réaction ça a été de dire putain c'est excellent quoi. C'est excellent. Les mecs ils sont vraiment forts quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt bien pensé en fait, donc je serais beaucoup moins dur que mes collègues sur ce sujet-là. Enfin, je suis d'accord avec Guillaume. Vous rappelez la course l'an dernier, hein. L'an dernier, c'est passé quoi au premier tour ou deuxième tour, il y a une voiture, donc ils changent tous leurs pneus. Et après, on fait une course vraiment lente parce que du coup, il faut que les pneus tiennent toute la course. Et c'est marrant parce que cette année, c'était l'idée de se dire... C'était plus intéressant que l'année dernière. Non, mais on va essayer de contrer ça. Et en fait, on a eu un effet qui est pire. Tu sais, c'est que tu essaies, le remède est pire. Je trouvais cette édition quand même plus intéressante que celle de l'année dernière. Et d'ailleurs, la première partie du Grand Prix était plutôt sympa. Hein. Voilà, je partage avec Fabrice quand on dit on s'est ennuyé tout le Grand Prix. On s'est un peu ennuyé la deuxième partie du Grand Prix où c'est clairement pas assez grand-chose. Mais la première partie où il y a eu quand même effectivement des paris stratégiques de s'arrêter plus tôt, là j'ai trouvé ça plutôt sympa, on va dire. Oui, puis voir Mercedes bouchonnée par une Racing Bull, c'est une gamme, je trouve ça sympa. N'est-ce pas, donc, Camille? Moi, je vais te dire un truc, hein, en tant que Vital. Moi, j'ai vu des matchs de foot avec le Catenaccio en Italie, et tu faisais Inter Milan, AC Milan, c'était 0-0, pas possible. Là, c'est comme si on avait agrandi le goal. Voilà, et il y a eu des buts. Et comme dit très bien Guillaume, on s'est beaucoup plus amusé cette année-ci que l'année dernière. Le vrai problème, c'est Monaco. Alors, Monaco, c'est une citadelle intouchable.
pour un certain nombre de personnes pour des raisons pas très avouables, mais pour les autres, c'est paillettes, etc. C'est la suite du Festival de Cannes. Il y a un moment, il faut se calmer. Ou bien on trouve le moyen de modifier le circuit, ou ça n'ira jamais. Et ce sera toujours le même problème. On ferait 3 arrêts, c'est pareil. La preuve par l'absurde, c'est quoi? C'est que des gars qui volontairement roulaient 3 secondes moins vite que normalement ne se faisaient même pas dépasser. Ça sert à quoi? Un Grand Prix, comme ça ne sert à rien. Voilà. Enfin, ils ne sont pas fait dépasser, sauf par Russell et Antonelli. Mais bon, voilà, on se manière senti l'agacement. assez amusante. L'agacement n'était pas que devant notre écran télé, il était aussi derrière les pilotes qui étaient là, et qui attendaient et qui ont eu marre à un moment donné. Quoi. Après, juste, si je peux quand même réagir par rapport à ce que dit Alain et sur le circuit de Monaco. on en parle après. Ah d'accord, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Le calvaire Mercedes, Laurent, c'était un week-end cauchemardesque pour Mercedes, qui a loupé ses qualifs, qui a Antonelli qui s'est craché, Russell qui a des problèmes de moteur en qualif, et puis qui a tout essayé, quitte à prendre une pénalité pour doubler en ne respectant pas la piste et en sortant de piste pour pouvoir, en sortant du tunnel, je ne trouve pas le terme, c'est une chicane. Merci, on est arrivé, c'est lundi matin. Laurent. Non, je pense que c'est un week-end à oublier. Y a rien, ils ont eu les éléments endogènes et exogènes qui étaient contre eux. C'est-à-dire qu'eux ont été mauvais et l'extérieur a été mauvais. Il y a James Wolfe qui a envoyé un texto à Toto Wolff en disant on est désolé de t'avoir bloqué. Je pense qu'il n'y avait vraiment pas de possibilité stratégique de trouver... Non, mais je pense qu'ils étaient mal placés, ils ont eu un problème de moteur, il n'y a rien qui a fonctionné, quoi. Tu vois, ils étaient nulle part. Et finalement, je trouvais Russell, à qui on reproche d'être parfois un peu lisse, j'ai trouvé que... Il a pété un boulon, là. Ouais, ça avait du panache, ce qu'il a fait. Rappelons donc qu'il a doublé la Williams en course quittant la chicane, j'ai trouvé le terme. Exprès. Quitte à se prendre une pénalité, mais ça n'a pas payé, parce que de prendre une pénalité de 5-10 secondes, il a subi et copé un drive-through. Hein, mais bon, c'était pour moi, il a été marrant. Il a dit, Albon m'a pourri le week-end. Il me doit le resto ce soir. Ouais. Et je trouve génial. Ils sont allés manger au resto et ils ont montré la note. Donc c'est bien Albon qui a payé. Et franchement, je me dis, tu vois, rien que ça valait la photo, quoi. donc Mercedes, c'est bien ton flop, rassure-moi. Oui, c'est mon flop pour la 2e semaine consécutive. Et donc ça s'aggrave. Alors que j'aime beaucoup Toto Wolff. J'aime bien comment il travaille avec Kimi, etc. C'est vraiment un père numéro 2, donc génial. Mais là, il n'y avait rien de juste, comme dit Laurent, quoi. C'est une catastrophe du début jusqu'à la fin, mais c'était pas tellement mieux à Imola, quand même. Donc, ça fait déjà 2 week-ends de suite où ils se prennent les pieds dans le tapis. Et à un moment, on voit à la télé Toto regarder le caméraman, l'air de dire... Alors là... c'est une erreur de penser que Mercedes a tout perdu le dimanche. Ils n'ont pas perdu le dimanche, ils ont perdu le samedi. Le dimanche, ils seraient arrêtés avant, ça n'aurait rien changé. Ils auraient été bloqués derrière, aux dernières positions. Je veux dire, il y a eu une erreur de pilotage de Kimi Antonelli le samedi. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est totalement exogène, c'est purement endogène. Et puis il y a une erreur mécanique, donc c'est aussi endogène, c'est la voiture. Je suis pas d'accord avec toi. Pour Russell, donc je suis pas d'accord avec toi. Ils ont perdu le samedi, quoi. Ouais, mais en fait, tu as 2 pilotes qui sont quasiment l'un à côté de l'autre. Et tu ne choisis pas une double stratégie. Ouais. C'est une faute énorme. Ils auraient pu le faire, donc, ils auraient très bien pu faire que j'arrête Kimi à la fin du premier tour. Ouais. Oui. Et là, il y avait quelque chose à faire. Mais ils n'auraient pas été dans les points quoi qu'il arrive. Il aurait rien. Eric, justement, là, tu n'en sais rigoureusement rien. C'était comme Bortoletto. C'était comme Bortoletto. Birman, il aurait été avec ce groupe-là. Il n'a jamais réussi à passer devant les Williams. Et donc, ça n'aurait rien changé, je pense. Eric, ton sentiment. Je suis entièrement d'accord avec Alain. Mais ils auraient dû le tenter. Mais ça n'aurait rien changé. Eric, quel est ton sentiment sur la stratégie de Mercedes? Est-ce qu'il y avait quelque chose à tenter autre que ce qu'ils ont fait ce week-end où ils sont restés bloqués durant quasiment tout le Grand Prix derrière les Williams? C'est les Racing Bulls. Ah bah, oui, tout à fait. Enfin, je suis 100% d'accord avec Alain. Déjà, quand on a raté ses qualifs et qu'on est 14 et 15, on fait déjà 2 stratégies différentes. On a déjà le choix des pneus. Il y a plein de choses à essayer. Se mettre en attente pour faire partir pour un long run en se disant il y aura des drapeaux rouges, il y aura des safety cars. C'est un peu facile quand même. Mais non, clairement, c'est une grosse faute pour moi de l'équipe. Ouais. Pour conclure sur Mercedes, Laurent Justine, peut-être. Non. Vivement le week-end prochain. Guillaume Justine, pour conclure, vous partagez le même flop, la règle des 2 arrêts obligatoires. C'est également mon flop. Je propose qu'on développe ce point qui est beaucoup plus long dans un chapitre. Et au-delà, de tenter de répondre à la question de fond concernant Monaco, comment permettre aux pilotes de dépasser sur les 3
tracé de la principauté. Mais en préambule, d'abord un point sur le classement pilote au championnat du monde. Regardez, Oscar Piastri, malgré sa 3e place, conserve la tête du championnat du monde avec 161 points. Lando Norris est second et se rapproche avec sa victoire à Monaco à seulement 3 points de son coéquipier. Le championnat est relancé. Max Verstappen reste à la 3e place avec 25 points de retard sur Piastri. Rien n'est joué, les amis. Quant à George Russell, malgré sa course catastrophique ce week-end, il reste 4e devant Charles Leclerc. Et Hamilton, côté français, on retrouve 2 pilotes dans le top 10. Cocorico, Ocon est 9e devant Isaac Hadjar, 10e. Qu'est-ce que ça donne au classement constructeur ? Eh bien, McLaren conserve la tête avec 279 points. Mercedes est second avec 132 points de retard. Red Bull est 3e avec 148 points de retard sur McLaren et 16 seulement sur Mercedes. Ferrari est plus loin, 4e avec 165 points de retard sur l'écurie de Woking. Côté français, Alpine est 9e avec 7 points. Surtout, il y a le 2e, 3e et 4e qui sont en 4 points, quoi. 4-5 points. Donc, tout se joue. Et tout se joue. On n'a pas synchronisé les bons chiffres ? Non, je crois que les chiffres sont pas... Bon, mais c'est pas grave. Mais du 2e au 4e, il n'y a rien d'écart. Donc, c'est-à-dire que ça va tourner, a priori, McLaren est bien en avance, mais pour les autres, ça va être la 2e place. Ferrari peut être 2e à la fin du prochain Grand Prix. Mais non, il y a Yuki qui va revenir. C'est Red Bull qui va revenir. Allez, essayons de répondre à cette question. Comment dépasser à Monaco ? On y arrive. On sentait que depuis le début de l'émission, vous vouliez en parler. Lâchez-vous. Les 2 arrêts obligatoires, ce sont vos flops, Justine et Guillaume. J'allais commencer. Non, mais beaucoup de choses ont été dites et je vais vous laisser en parler plus, mes petits collègues. Mais c'est vrai que les 2 arrêts, oui, pas très intéressants. Moi, je retiens un peu Max quand il a été interviewé après le Grand Prix en disant qu'en fait, ça avait été totalement inintéressant et que limite, il faudrait mieux faire comme dans Mario Kart et balancer des peluches de bananes pour que ce soit encore plus pimenté et faire en sorte qu'il y ait au moins des obstacles un peu à affronter pour que ce soit plus sportif. Mais j'ai dit mes points en début d'émission. Je trouve que c'est vrai que ça a produit après une conduite, un style de conduite et des stratégies un peu antisportives. Comme le disait Fabrice, pour moi, ça a un peu été le flop de... Voilà, mais je comprends que la FIA et que la Formule 1 essaye un peu d'innover en imposant ce genre de règles. Mais... Guillaume. Alors moi, je vais préciser mon flop, c'est les 2 arrêts obligatoires dans la pratique. Parce que en théorie, je trouve que c'est plutôt bien tenté. Il faut innover et moi, je veux absolument garder le Grand Prix de Monaco au calendrier. Moi, c'est mon postulat de base. Il est hors de question de partir de Monaco. Donc, il faut effectivement... Déjà qu'on n'a plus le Grand Prix de France et en plus, on va avec Monaco, les amis. On va bientôt revenir, on espère. Mais donc, tu vois, si tu veux, une fois que tu as dit ça et que tu veux que le Grand Prix reste, il faut trouver des moyens pour le rendre plus intéressant. Pour le grand public, parce que les pilotes l'adorent, les suiveurs l'adorent, tout le monde est super content d'aller à Monaco. Ouais, c'est pas les commentaires qu'on entendait hier à la radio, à la télé. Enfin, on avait des pilotes qui disaient qu'ils s'étaient ennuyés. Alors, ils adorent, bien sûr. La fête. Mais après, si tu pour piloter, je sais pas. Fabrice, si on fait un sondage sur la grille, ils ont trouvé ça très long. Ils ont trouvé ça très bien sûr, mais j'entends, mais ils veulent quand même le garder, je pense, au calendrier. Mais du coup, il faut trouver des moyens d'innover pour le rendre plus intéressant. Et c'est vrai que la règle des 2 arrêts, d'ailleurs, on avait parlé un petit peu tous ensemble, on était plutôt enthousiastes en fait. On s'est dit, bah oui, c'est une bonne chose, ça va être sympa. Ça va redistribuer les cartes. Exactement. Donc en théorie, c'est plutôt une bonne idée ou une hypothèse intéressante. C'est la pratique qui a été mauvaise. Alors pourquoi ? C'est pas de la faute de la FIA en fait. C'est que tu as introduit une règle. Mais les joueurs, les écuries, vont toujours essayer de la contourner de manière audacieuse. Et en fait, là, on a manqué d'audace pour moi. Attends, je pense que les écuries ont été plus ingénieuses finalement que la FIA en contournant de manière smart la règle. Et là où je suis pas d'accord, donc en pratique c'était pas bon parce que tu aurais laissé le 1 arrêt, enfin ça n'aurait rien changé. La course aurait été globalement la même, sauf que ça a amplifié, si tu veux, l'effet négatif des stratégies des écuries. Et là où je suis juste pas super d'accord avec Justine, ça m'arrive rarement, mais là je le mentionne. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment. Laissé par les Guillaume. Il y a de l'eau dans le gaz là. Non mais vraiment, je pense. Dis-moi. Laisse pas faire Guillaume. On va parler. Je pense pas que c'est la règle. Pas ton Piastri. Allez, ce n'est pas la règle des 2 arrêts obligatoires qui a entraîné la stratégie des écuries. Si avec un arrêt, je pense que le Son aurait pu faire exactement la même chose. Il fait un peu d'air parce qu'il est tout rouge de peau. Non, voilà, mais il aurait fait la même chose. Donc en fait, je pense que c'est plutôt il faut séparer un petit peu les deux. Il y a un effet amplificateur, mais c'est pas ce qui a enclenché la stratégie.
C'est pas du tout la même course. Quand tu as un seul changement de pneu, tu as une gestion des pneus qui se fait vraiment. Là, tu en as deux. C'est pas la même. Alors, les amis, est-ce que vous partagez l'avis de Justine et de Guillaume? Faut-il accepter le tracé et les spécificités de Monaco et accepter, et au-delà, ces deux arrêts, ça a fonctionné selon vous? Alors, moi, je vais vous donner deux informations. La première, c'est que l'an dernier, on a dit exactement la même chose. Hein. On a fait, je me rappelle, le débat avec Alain. Et ce qu'on disait, c'est qu'il faut enlever la chicane, faire une grande ligne droite sur la sortie du tunnel. On va le répéter cette année. Non, mais on avait... on va redire. Moi, j'ai vu l'image de Nick De Vries qui a doublé 3 ou 4 voitures à la sortie de la chicane en prix. Ça veut dire quoi la différence? La différence, c'est juste que les voitures sont plus étroites. Donc en fait, on a un problème. Vu qu'on ne peut pas jouer sur le circuit, il faut qu'on arrête de faire grossir et alourdir ces voitures. Donc il faut qu'on revienne à des voitures. Donc il faut trouver quelque chose sur la voiture. On le dit, on ne cesse de le dire. Donc je pense que le premier problème est la voiture. Moi, ce que j'ai reproché dans ce Grand Prix, c'est qu'il y a 10 écuries. Il y a 10 écuries. Et sur les 10 écuries, il y a eu des écuries qui ont eu un comportement normal. Donc, c'est-à-dire comme s'il y avait un arrêt, j'en mettrai 2 dans cette catégorie-là, c'est Mercedes et Red Bull, dans l'espoir qu'il y ait une safety car, un drapeau rouge, et que du coup le dernier changement se fasse sous safety car pour essayer de bouleverser. Et j'entends ce que dit Guillaume, ça aurait certainement pas changé grand-chose. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi ils ont parié. À la fin, même à la limite, tu te poses la question si Mercedes n'avait pas oublié qu'il y en avait 2 à faire. C'est ça. Pour moi, ils ont oublié. Donc voilà. Non, mais pour te dire à quel point, c'est pas à un moment donné, je dis, mais donc ça, c'est la première partie. Donc il y a ces 2-là, et les 8 autres écuries, ce qu'elles ont joué, elles ont joué une espèce de la carte de je bloque, je ralentis, j'essaye de créer de l'espace et tout ça. Je trouve ça nul. Ce qui me rend fou, c'est que tous avaient fait tourner leur simulateur et apparemment, tous avaient obtenu le même résultat du simulateur. Le simulateur disait, il faut faire le changement dans les 2 premiers tours. Mais oui. Tous les simulateurs disaient il faut faire le changement. Donc tu fais un tour, tu changes les pneus, tu fais un deuxième tour, tu changes les pneus. Racing Bull au deuxième tour, tu t'en fous, tu changes les tours très très tôt. Après, t'es bloqué derrière. Après, t'es bloqué. Sauf que potentiellement, dès que les autres vont changer, tu repasses devant, tu t'en fous. Mais ils changent pas. Mais sauf qu'ils vont devoir changer 2 fois. Donc au moment où ils changent 2 fois, tu reprends les simulateurs n'avaient pas anticipé en fait le ralentissement de certains pilotes, tu vois, qui ont bloqué les autres. C'est ça, en fait. Ça s'était déjà produit. L'année dernière, qu'est-ce qu'a fait Sainz? Même chose, donc ça c'était déjà produit. Est-ce que vous partagez justement l'avis de nos chroniqueurs, Fabrice, Eric? On parlait à l'instant de la nécessité de faire réduire les voitures. Moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, lors de la dernière victoire de Senna, Mansell lui rentrait dedans à l'arrière, le poussait dans les pneus partout, il n'arrivait pas à le doubler et les voitures étaient 2 fois plus petites qu'aujourd'hui. Déjà. C'était Senna devant. Ouais, ça va. C'était Senna devant et derrière c'était Mansell avec une voiture bien plus rapide que celle de Senna d'ailleurs. C'était Senna devant. Eric? Alors, c'est un sujet qui est récurrent depuis maintenant 10 ans, depuis l'arrivée des moteurs hybrides. Si vous vous rappelez, tout le monde dit l'âge d'or de la F1, celle qu'on a tous aimé, c'était 2002-2005. Les voitures pesaient 650 kilos. Aujourd'hui, elles en sont à 800. Donc, c'est énorme. Et en plus, l'empattement, ça devient des vrais bateaux. Même les F2, des camions. Ce week-end, les F2, c'est pareil. Vous voyez, les F2, elles se sont rallongées, elles sont énormes, ces voitures. Donc, tant qu'on aura des voitures comme ça, il sera impossible de doubler à Monaco. Mais même avec des pneus, avec une dégradation extrême, ce sera impossible de doubler. Et malheureusement, on ne va pas revenir à des voitures de 600 kilos, jamais, parce que l'hybridation fait qu'on emmène des batteries très lourdes, donc c'est pas possible. Alors même si l'année prochaine les voitures vont faire un petit pas en avant, un petit pas en arrière, elles vont être plus légères de 30 kilos. Enfin, c'est pas ça qui va ramener les dépassements à Monaco. Ouais. La plupart des TP, madame, messieurs, des grandes écuries, à l'instar de Fred Vasseur en interview ou encore Toto Wolff, semblent se résigner à accepter le fait que cela doit demeurer la spécificité de Monaco. On ne peut pas doubler et que le côté glamour l'emporte sur le reste. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse? On fait les qualifs. D'ailleurs, j'aimerais donner juste un petit conseil justement. Fabrice. Si vous souhaitez voir le Grand Prix de Monaco, il faut y aller le vendredi et le samedi. Et puis dimanche, vous restez à la maison. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et j'allais dire, il y a presque plus de compètes et plus de suspense le samedi. Voilà. Donc c'est à bon entendeur. Il a raison. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement du coup? Si on veut garder Monaco, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les voitures ne vont pas revenir? Voilà. Le jour principal, c'est le samedi. C'est le samedi, ouais. C'est tout. Voilà. Il faut quand même se qualifier. Ça n'enlève pas au talent des écuries et des pilotes. Je pense qu'il faut faire 0 changement de pneu pour voir. Parce qu'on a fait 2, ça marche pas. Ça ne changera rien. Je rigole. Ou alors on fait comme les lames. Mais je pense que en fait, Alain, je pense, avait évoqué
une piste assez intéressante. On pourrait, alors moi, ça m'embête aussi parce que j'aime bien aussi garder le tracé historique construit par Anthony Noguès en 1929. À Spa, on a fait évoluer aussi pour des raisons de sécurité. Bien sûr, mais je me dis effectivement, si jamais en fait c'est changer un peu le circuit, le tracé, pour maintenir le Grand Prix de Monaco au calendrier, pourquoi pas? Oui, mais pas pour les mêmes raisons, Olivier, tu vois. La sortie du tunnel, la sortie du tunnel, Eric a des idées peut-être ou d'autres. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour maintenir Monaco au calendrier, que ce soit plus sympa, quoi, en fait. Donc Camille, on sait que toi tu es un fervent supporter d'une modification du tracé, notamment à la sortie du tunnel, à ce qu'on appelle la chicane, la nouvelle chicane du port, qui est aussi, disons-le, dangereuse. On se souvient du crash de Karl Wellinger, du crash plus récemment de Pérez, voire même de Button, où ils ont vu 36 chandelles. Hein, et Wellinger, il s'en est jamais remis. Hein. Oui, moi j'avais déjà dit, je crois que c'est le boulevard Joséphine-Charlotte, là, hein, après le tunnel, on va tout droit jusqu'au bout. Peut-être qu'on va reprendre une partie sur le port et puis on fait un truc, mais vraiment un virage extrêmement lent sur la mer, vers la piscine. C'est ça en fait. Mais de faire un vrai freinage, quoi. Or là, il n'y a pas. Alors maintenant, l'histoire de ne pas changer de pneu, tant qu'à faire, on pourrait changer les règles. On dit, voilà, vous allez démarrer avec le pneu avec lequel vous avez fait la qualif. Ça peut être marrant. Tu peux imposer. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de changer de pneu. Si tu cours en hard, ça va être compliqué au niveau de la qualif. Et si tu cours en soft, tu vas perdre du temps en rentrant. Pourquoi pas? Mais même en soft, ils pourraient peut-être faire les 78 tours sans rentrer, tu vois, et rester devant, quoi. C'est ce qu'ils ont quasiment fait l'année dernière, souvenez-vous. Hein. Non, mais là, en fait, il aurait fallu que les gommes, il n'y ait que des softs presque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, de l'ultra soft, quoi, les pneus qui brûlent pour. Eric, on met 3 arrêts l'année prochaine. Là, ça changera. On met 3 arrêts l'année prochaine. Là, ça changera rien pour le coup. Ça changera rien, effectivement. On met les pilotes de réserve. Le problème, c'est que plus on inverse la grille. c'est dangereux pour les mécaniciens aussi. Donc, bon. Tu crois pas, toi, au changement de tracé? Le tracé bougera jamais. Ah, mais je pense exactement comme Alain. Je veux dire, sortie du tunnel, on devrait aller jusqu'au bout, là. Et là, faire carrément un très gros freinage, effectivement, avec ensuite un pif-paf à gauche-droite, ce serait l'endroit pour doubler, quoi. Voilà, s'il y en avait un. Et techniquement, on voit pas il faudrait modifier l'architecture du port de Monaco. Non, t'as rien à faire. T'as rien à faire. Et pourquoi ils le font pas? Est-ce que ça existe déjà? Ouais. En fait, la route, quand tu roules normalement, elle n'est pas comme ça. En fait. Pourquoi on se débat pendant des années alors qu'ils pourraient le faire? Non, il y a un vrai problème quand même. Il y a le rail aujourd'hui. Non, en fait, la route, il n'y a pas de dégagement derrière. Exactement. C'est que tu vas arriver au bout à plus de peut-être 300 et il n'y a pas de dégagement. Donc c'est méga dangereux. C'est hyper dangereux. Oui, mais enfin, rien n'empêche de faire le virage bien en amont, parce que quand même, là, tu peux élargir la ligne droite, proposer le dépassement. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je suis d'accord avec toi, ça ferait une boucherie, donc il ne faut pas le faire. Mais tu peux faire en sorte telle que le virage soit 40 mètres avant. Pourquoi pas? Ça fait un énorme dégagement, on peut y arriver. Et puis, voilà. Ça ne dévote, il n'y a pas de dégagement. Hein. Mais au-delà des réflexions qu'on a, est-ce qu'il y a vraiment la question qui est posée? Oui, il y a un projet qui était à l'étude, en fait, et qui était de aller un petit peu sur la mer en fin de circuit pour allonger, en fait, la ligne droite arrivée-départ. Mais le prince Albert a exclu à court terme ce projet parce qu'il coûte extrêmement cher. C'est plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est compliqué. Mais on est à Monaco et clairement, c'est ça peut-être l'option. Rien n'est trop beau pour Monaco. Non, la vraie, c'est Joséphine Charlotte, il n'y en a pas d'autre. C'est celle qui coûte le moins moi, cher. Pour le coup, tu vois, après, tu dois arracher les arbres. Mais tu vois, je me dis, je suis l'un des plus jeunes sur ce plateau, et moi, en fait, je dois en fait être le gardien du temple contre le modernisme de mes collègues. Moi, ça m'embêterait en fait de sacrifier toute la partie port du circuit de Monaco. Je veux dire, c'est quand même des endroits mythiques en fait du circuit de Monaco. Moi, j'adore la nouvelle chicane, j'adore le tabac, la piscine, et en vrai, ça m'ennuierait en fait de plus avoir ça aussi, tu vois. Donc, non, ce que je veux dire, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on raisonne avec une perspective un peu d'audience, un peu de personnes derrière les médias, en disant c'est pas assez excitant, c'est pas assez intéressant. Moi, la question que je me pose, c'est qu'en voyant les retours des pilotes, oui, il y en a certains qui trouvent ça ennuyeux, mais ça reste un Grand Prix qui est emblématique, ça reste une course qui a ses caractéristiques, c'est technique. Tout se joue le samedi. Lando a fait une performance exceptionnelle. Il a battu un record qui n'avait jamais été battu, donc ça reste quand même un Grand Prix exceptionnel. Et là, on voit vraiment le talent des pilotes qui ressort, et ça remet les cartes en jeu. Donc c'est intéressant. Donc pour moi, la question, c'est aussi de trouver cet équilibre et de se dire faire la part des choses. Nous, côté un peu audience, on cherche du show, on cherche de l'animation, de l'excitation. Eux, côté technicité, pilotage. Voilà, à quel point est-ce qu'on est capable de faire la part des choses, Eric, les audiences, elles sont où justement?
Surtout les audiences, elles sont bonnes en fait. Non, mais Oui. ça Est-ce que le Grand Prix fait moins Mais est-ce que d'audience pour que les les- autres Je pense pour les pas. pilotes, c'est un bon Mais exercice. l'intérêt quand même, c'est plus un intérêt sportif, c'est plutôt un intérêt glamour, Voilà, un c'est intérêt ça. de Est-ce que communication. sportivement, il est intéressant ce Grand Olivier, il y Prix a le C'est ce samedi. qu'a dit Il est Fred intéressant, Vasseur, franchement. c'est ce qu'a dit Toto Wolff en disant mais tous les alentours, le paddock, tout le monde est ravi. Bien sûr, on aurait adoré être comme toi, Eric, dans le paddock ce week-end. Ça Avec viendra, Jeff- notre tour Jeff viendra. Eric. Bezos, C'est ça Ça viendra, ça viendra. Raconte, faut qu'on progresse en audience encore. Voilà, ça, on ça va. travaille dessus. Eric, Non, c'est vrai que je crois c'est que un le moment même à part. C'est un moment à part dans le Grand Prix de Monaco. En termes de glamour, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que c'est à part. L'ambiance avec des centaines de bateaux et des yachts de partout, c'est un Grand Prix qui est à part. Tu as vu, Max il y a Verstappen. eu énormément de célébrités ce week-end qui étaient présentes. Donc effectivement, ce week-end, c'était d'ailleurs un truc de fou. J'avais jamais vu être sur la grille sur la grille, on était bloqué, on ne pouvait plus bouger. Ah, il y avait J'avais trop de jamais vu ça. people, trop de Il y avait trop personnes. de gens. On était bloqué, on ne pouvait plus bouger. Ouais. Et, d'ailleurs, les commissaires de Monaco commençaient à paniquer un peu parce qu'ils n'arrivaient pas à faire sortir les gens et ils ont eu peur que la course soit en retard en fait. Voilà, du terrain, piment. voilà, des Ah, choses qu'on n'a pas entendues, qu'on n'a pas vues ailleurs. Piment. Merci Eric Bouillet, hein, c'est super. Allez, messieurs, dames, So box, 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 box. place à votre rubrique préférée, le quiz F1, bien sûr. On l'a dit, votre rubrique préférée, il suffit d'évoquer le terme quiz F1 pour que Fabrice Marcel prenne ses jambes à son cou. Honte à lui, il a quitté le plateau. Voilà, Tel un il faut Ferrari qu'il Star. assume son manque de culture F1. Voilà, en disant le mot, en lâchant le mot. Allez, place au moment que vous attendez tous, le quiz F1. Et cette semaine, on vous plonge dans la légende du Grand Prix de Monaco. Des victoires héroïques, des abandons cruels, des écuries mythiques, bien sûr. À vous de retrouver pilotes et teams qui ont marqué l'histoire du Rocher. Alors, quel sera le prince ou la princesse de Monaco, du moins du quiz, ou finir carrément dans le rail? Vous êtes prêts? Casque vissé, ceinture bouclée? Un pilote vainqueur du Grand Prix de Monaco. J'ai remporté le Grand Prix de Monaco en m'élançant de la 7e ligne. Panis. J'y ai pensé aussi. Ah, waouh. J'y ai pensé aussi, mais j'ai pas osé le dire. Olivier Panis, Ah, bonne je vais dire. réponse J'attendais de notre question, team principal. Septième. Eric J'attendais Bouillet. j'attendais la Sous la prochaine. pluie. Ouais, Ouais. voilà. Cette année-là, seules 3 voitures franchiront la ligne d'arrivée. C'est ma seule et unique victoire en F1. J'ai été, pendant longtemps, le dernier pilote français à avoir remporté un Grand Prix de F1. Olivier Panis, qu'on espère... Autorise un petit commentaire. Je t'en prie. J'étais à ce Grand Prix. J'étais en 93 On sous la dit, pluie. Sur le rocher. 96. Sur le rocher. Oui, 96 sur le rocher, sur la colline. T'es à Et peine donc, né. Je vais la raconter. Et j'étais persuadé qu'en fait, c'était la fois où il y avait le moins de voitures à l'arrivée, parce qu'il n'était que 3. Et en fait, en 1982, en fait, il n'y en avait qu'un seul. Ah bon et donc, c'est assez incroyable. Il ne savait même pas si les gens devaient monter sur le podium ou pas. C'était encore plus le fiasco que là. Et là, je peux dire que c'était le fiasco. Hein. À l'époque, il y avait de la casse. Il y avait des voitures qui n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'elles sont particulièrement fiables, les voitures, cette saison. Une écurie, cette fois-ci victorieuse à Monaco. Je suis la dernière écurie française à avoir remporté le Grand Prix de Monaco. Renault. Prost. Écurie. Prost. Écurie. Prost, Et Renault. GP. Non, c'était Ligier. Ligier, ouais, Ah. j'allais dire. Ouais. Mais c'était pas Ligier le dernier vainqueur, c'était Renault. Il a raison, Guillaume. Il revient du Diable Vauvert. Je suis la deuxième écurie française à avoir remporté le championnat du monde de F1. J'ai remporté Et moi, 2 victoires à Monaco en 2004 et 2006. Et ma dernière victoire à Monaco, je la dois sur cette magnifique voiture pilotée par le grand, Alonso. le sublime, Fernando Alonso, bien sûr. Elle était belle cette voiture. Non, je t'ai pas dit. Ok. Allez, on passe à un pilote de F1 vainqueur à Monaco. Lors de mes 2 dernières participations en 2018 et 2019, attention, c'est précis, j'ai abandonné à 2 reprises. Leclerc. Charles Leclerc, bonne réponse de Laurent Pantanach. En 2021, je décroche Au démarrage. 2 dessus. Mais attends, mais la question est mal Des- posée, non un pilote de F1 vainqueur à Monaco. Lors Lors de de mes- mes 2 premières participations. Ah, deux premières, j'ai compris dernière. Ah, moi, J'ai compris dernière. J'ai dit première. Il a dit dernière. Ah, j'ai Les compris premières. dernière. Moi, j'ai entendu dernière. Ah, en On va régie, arrêter. on veut la VAR parce qu'il a dit Non, dernière. il n'y aura on pas va la le VAR. faire. En Ok. 2021, je décroche la pole, mais je dois abandonner dans le tour de formation. En Terrible. 2022, Ouais. je décroche la pole, mais je ne termine que 4e. Erreur stratégique. Et en 2024, je décroche la pole à nouveau et je suis le second pilote monégasque à remporter le Grand Prix Monaco. Quel était le premier? Je n'ai même pas compris la question. Quel était le premier pilote monégasque à remporter le Grand Prix de Monaco? Comme un célèbre prince de Monaco, Trintignant. Louis Ah oui, Chiron. Oui.
Ah oui, c'est vrai, oui. Allez, on enchaîne. Comment va la régie déjà? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Vous êtes endormis comme nous lors du Grand Prix de Monaco? Là, Tout va bien? Là, j'ai pris une bonne question. Là. Oui, j'ai pris une bonne question. Ça donne quoi au niveau des points, les amis? Alors, Alors, on a on a. Eric, 4 Eric. points, égalité avec Guillaume et Laurent. D'accord, donc c'est serré. Et Trintignant, il compte pas. Et Trintignant est content. Oh, d'accord. Mais Maurice, hein, pas, il est plus Oh, moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Une écurie victorieuse à Monaco, à nouveau. Je suis la première écurie française victorieuse à Monaco. La première écurie française, il faut prendre des risques. Ligier. Ben oui, bien sûr, Ligier. Malgré près de 20 ans en F1, je n'ai remporté qu'une seule victoire à Monaco. C'est évidemment Ligier, encore une fois. Je porte le nom de mon fondateur, Guy Ligier, et mon pilote fétiche. Et Jacques Lafitte avec 132 Grands Prix au compteur, rien que ça, chez Ligier. L'écurie mythique française bleu Ligier. Notre team principal prend la tête. On enchaîne, hein, c'est pas fini les amis, vous pouvez encore revenir. Une écurie, cette fois-ci à nouveau, victorieuse à Monaco. Je détiens le record McLaren. des victoires à Monaco avec 16 victoires. McLaren. McLaren, bonne réponse de Guillaume. Ma dernière victoire remonte à cette Voilà. année. Hein. J'ai attendu 17 ans entre mes deux dernières victoires à Monaco. J'ai remporté le championnat du monde constructeur en 2024. Et ma livrée, vous le voyez, est orange. Ça donne quoi en régie au niveau des scores? 8-8-4. Alors, on a 8-4 comme a dit Laurent. Donc, 8 Eric, 8 Guillaume et 4 pour Laurent. Allez, c'est pas fini. On enchaîne avec la dernière question pour départager les deux personnes en tête. Je suis un pilote de F1 victorieux à Monaco. Je suis le seul pilote à avoir remporté 5 éditions Ayrton Senna, d'affilée du Grand Prix bravo, de Justine. Monaco. Bonne réponse de Justine Pélisson. c'est le seul que j'ai. Je suis le recordman également des victoires à Monaco avec 6 6 premières pole places. positions aussi. Et ma dernière victoire remonte à 1993. Je suis le pilote brésilien Ayrton Senna. On est toujours à égalité, hein, en régie. T'en as une autre là pour nous. C'est exact. 8 points pour Eric, 8 points pour Guillaume, 4 points pour Laurent et 4 points pour Justine. Alors ça tombe bien. J'ai une question subsidiaire, chère à notre équipe. C'est que pour Eric et moi, du coup. C'est que pour Eric et toi. Non, on veut revenir. On peut répondre, mais bon. On peut répondre. On n'a pas de Non, c'est Ah que non. pour Eric C'est vrai et Guillaume. Question subsidiaire donc. À combien de reprises le Grand Prix Je l'ai. de Monaco a été remporté par Ah non. un pilote Je l'ai pas. français? Celui qui répond le plus proche du bon chiffre a remporté ce quiz F1. Guillaume, Alors attends. Eric, c'est à vous. Et je veux une réponse relativement rapide, nom de nom. 4. 4. Bon, j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'il y a déjà Panis, Beltoise et Prost qu'on a gagné 4. Donc ça fait déjà au moins 6. Donc j'ai gagné et bah, du coup je vais m'arrêter à 6. Mais j'ai gagné du coup. Bon, et si j'imposais un écart minimum, c'est pas mal. Bonne réponse. La bonne réponse est 11, effectivement. 4 victoires d'Alain Prost, 2 victoires pour Maurice Trintignant, 1 victoire pour Olivier Panis, 1 victoire pour Patrick Depailler, 1 victoire pour Jean-Pierre Beltoise, 1 victoire pour Guy Moll et la première victoire Une française. victoire pour qui? Guy Moll, c'était en 1900, juste après la guerre. Et René Dreyfus, juste avant-guerre, en 1930. C'était pas encore le championnat du monde, mais Sachant c'était qu'il y a eu déjà... 71 éditions du Grand Prix. hein, Voilà, ça. donc il y a de quoi faire. Donc quand la même pas bonne beaucoup. réponse était 11. C'est donc Guillaume qui revient et qui remporte ce Grand Prix F1. Ce Vous êtes quiz F1. content, Oui, vous êtes c'est content. Olivier. C'est le retour de Norris, c'est le retour de Guillaume. là. C'est beau Exactement. ça. Mais honnêtement, je suis comme Adjar. Hein. J'ai fait une émission solide parce que du coup j'ai quand même battu Eric Boulier. Et vraiment, Ouais, je pense qu'il t'a laissé gagner. Mais Tu l'as l'as laissé dédié à tes gagner. parents La Tu dédies à question tes c'est parents, est-ce que ouais. tu m'invites comme le prince à manger à ta table ce soir quoi? Bah écoute, on verra. Ah. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. Week-end difficile pour Max Verstappen malgré sa 4e place. Je trouve qu'il prend une nouvelle dimension cette année qui vraiment met en valeur son talent. On l'a vu lors de l'incroyable dépassement la semaine dernière à Imola sur Piastri. Du coup, il a de plus en plus de fans. C'est ce qui est mon cas. Alors moi, qui était plutôt un hater, ce qui le gêne un peu. Hein. Il n'y a plus assez de haters. Max n'est plus qui va en regarder. Mais c'est vrai, on est tous devenus fans de Max Verstappen. Quoi. Il a vraiment une toute nouvelle dimension cette année. D'accord. Il est devenu sympa. Encore Max dans cet extrait d'Instagram. Max qui, vous le savez, mène une double vie, on le sait, sous le pseudonyme de Franz
Herman, mais pas seulement au volant d'une Ferrari au Nürburgring. Regardez, dans un emploi un peu particulier. Regardez. Oh my God, what is that? C'est lui, hein. Non, mais regardez, c'est lui, c'est incroyable. Oh my God! C'est vrai? J'adore. Ben oui, Max est une étoile, la preuve, c'est un danseur étoile. Pour l'excuser, tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, de l'avoir bloqué pendant une bonne partie de la course, Alex Albon a invité son pote Russell au resto. Bon geste, il a donc payé l'addition, regardez. Et voilà, c'est plutôt sympa, ça reste quand même un milieu assez sympa et on se renvoie des petites fleurs. Je trouve ça très sympa. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un village, Monaco. Allez, place à présent Ça à vaut vos cher, pronos du Grand Prix de Barcelone. C'est déjà la semaine prochaine. Les pronos avec notre partenaire de cette émission Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. On commence par le bonus numéro 1. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et enfin, le bonus numéro 2. Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1. Vous profitez de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari. Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur Winamax et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo là-dessous ou en scannant le QR code. Il n'y a pas du tout de QR code, je dis une bêtise. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs et je vous rappelle que c'est un jeu d'argent, qu'il est strictement interdit aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à notre sponsor Winamax de nous soutenir. Allez, retour en vidéo à présent au prono de la semaine dernière. On vous demandait votre trio de tête pour le Grand Prix de Monaco. On regarde, on ressort les archives. Cool, alors on va mettre Max, évidemment, en premier, et je dirais Piastri et Russell. Max, Piastri et Lando. Verstappen, Piastri, Norris. Maxou, Piastri et Leclerc. Piastri, Max, Norris. Mettre Max en premier, suivi de Leclerc et suivi d'Hamilton. Grosse cote quand même. Moi, j'avais Leclerc et c'est Moi, j'avais mis Leclerc. Bon, allez, on va y arriver à avoir un trio. Ouais, c'est dur. Allez, on va essayer de se rattraper cette semaine. Place à présent à vos pronos pour le Grand Prix de Barcelone. Le week-end prochain, on commence avec Eric. Alors moi je pense que Piastri va redevenir le poleman devant Norris et devant le Russell. Oh, tu mets plus Max? Non. Donc Amir. Je mettrai Piastri. Je ne mets plus de Ferrari, hein, c'est clair. Ça va mieux. Piastri, Max et Alex. Alex Albon. Albon? Ouais. Podium? Waouh. Oh. Grosse cote. Laurent. Piastri, Max, Norris. Guillaume. Je vais mettre Norris, Piastri, Verstappen. Le meilleur pour la fin. Justine. Max, Lando, Leclerc. C'est un choix de cœur. Hein. Oui. Et moi, audacieux. je garde Norris en première place. J'y suis arrivé. Second, Russell et troisième, Piastri. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Merci les amis en plateau d'avoir participé à cette émission. Merci Laurent, merci Justine, merci Guillaume, merci en duplex. Donc Camille et Eric. Et puis l'année prochaine, Eric, on se donne rendez-vous, on fait l'émission sur le port de Monaco. Hein. Grand plaisir. Je connais un bel emplacement, en plus, dans le port, qu'on pourrait récupérer. Il y a un petit bateau à louer, pas trop cher. Les amis, on se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix de Barcelone, bien sûr. Et je vous rappelle que désormais, on refait la F1, c'est tous les lundis, donc soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton et cliquez également sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.